Bienvenue dans For Good, l'émission qui donne la parole à celles et ceux qui construisent une économie juste et soutenable, toujours aux côtés de Thomas Brozard, bien sûr. Salut Thomas. Salut Alex. Et aujourd'hui, nous accueillons Rachel Delacour, cofondatrice et CEO de Sweep, une start-up qui utilise l'IA et la data pour aider les entreprises à suivre et réduire leurs émissions de CO2. Cédric Riggenbach est là, cofondateur et CEO du cabinet Blue Choice, qui accompagne les entreprises pour les sensibiliser aux enjeux climatiques et les aider à identifier les risques et opportunités de transition. Et également Baptiste Périssin-Faber, directeur général délégué de l'ADEME. L'ADEME est l'agence publique qui finance, conseille et accompagne entreprises et collectivités pour réussir la transition écologique et énergétique. Bonjour à tous les trois. Au sommaire, chaque année, les entreprises émettent plusieurs milliards de tonnes de CO2, mais la vraie question n'est plus seulement de réduire ces émissions, c'est aussi savoir comment transformer ce défi en pari stratégique sur l'avenir, parier sur la décarbonation, anticiper le prix du carbone, intégrer l'expertise et les données pour piloter les risques, autant d'outils pour préparer demain, protéger la compétitivité et créer de la valeur durable. C'est le thème de cette émission. Dans le pour ou contre, nos invités vont se positionner face à cette affirmation. Les États ne parviendront pas à se mettre à la hauteur du défi climatique. Et bien sûr, dans notre pari d'avenir, nous ferons un tour de table d'initiatives, d'outils, d'événements et de projets inspirants. C'est parti pour une nouvelle émission. Et on commence cette émission, comme toujours, avec l'édito de Thomas. Et Thomas, quel bilan 10 ans après les accords de Paris ? Et oui, Alex, il y a bientôt donc 10 ans, les États signaient un accord qualifié d'historique à l'époque, les accords de Paris, dont l'objectif principal était de permettre de contenir le réchauffement climatique moyen sous la barre des 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. Un chiffre évidemment pas choisi au hasard, puisqu'il est établi comme étant celui qui permettrait d'éviter des dégâts socio-environnementaux irréversibles sur nos vies, mais aussi sur nos économies. Alors 10 ans plus tard, le constat est sans appel. Nous sommes déjà proche de ce réchauffement moyen d'1,5 degré. Récemment, le climatologue français Christophe Cassou évoquait même qu'en France, il est constaté à 1,9 degré avec des conséquences de plus en plus tangibles, des inondations, des sécheresses, des pertes agricoles, des tensions sociales, autant de conséquences qui commencent de plus en plus à se voir pour les entreprises et sur leur modèle d'affaires. Pendant que les États continuent de discuter et de faire des petits arrangements entre amis chaque année au cœur des COP, la planète, elle, commence à négocier avec nos limites physiques et ça n'est plus tenable. Alors, comment embarquer tout cet écosystème dans la conception de plans de résilience crédibles, Alors, partagés ? c'est tout l'enjeu maintenant pour les entreprises de faire preuve de davantage de résilience face à ces conséquences de plus en plus tangibles du dérèglement climatique. Et cette résilience ne se décrète pas dans un plan stratégique qui sortirait subitement dans un beau PowerPoint. Elle se construit collectivement. Cet enjeu étant global, il nécessite impérativement de mobiliser ses parties prenantes, ses salariés, les territoires, ses partenaires, ses clients évidemment. Bref, tout un écosystème qui est prêt à repenser la manière d'entreprendre ensemble pour répondre à un enjeu qui est global, qui est planétaire et qui, il faut bien l'avouer d'ailleurs, nous dépasse un petit peu. Les outils existent, tu l'as évoqué en partie dans l'édito, il y a des programmes d'accompagnement pour établir des stratégies à long terme, des stress tests, de la prospective, des plateformes aussi donc de pilotage de la donnée pour faire ça efficacement. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, sans une confiance importante dans les acteurs économiques, sans exemplarité de leur part, il va être difficile d'embarquer tout ce monde-là. Et alors justement, dans ce contexte, la donnée peut-elle devenir un outil stratégique de compétitivité climatique ? On ne peut pas passer outre. La donnée, c'est un miroir de ce que font nos opérations au sein des entreprises. Elle révèle nos forces, elle révèle aussi parfois nos incohérences ou l'insoutenabilité de nos modèles. Donc c'est un levier de résilience. Ça peut être aussi un facteur de confiance dès lors qu'on les communique en transparence avec ses parties prenantes. Un angle oublié de ces derniers mois, c'est le prix du carbone qui a été un sujet très fort des d'années qui ont suivi les accords de Paris. Et tant qu'on ne donne pas une valeur au carbone, il y a fort à parier qu'on aura bien du mal à donner un coup à l'inaction face au dérèglement climatique. Pourtant, cette inaction a déjà fait l'objet d'études. Récemment, par exemple, l'organisation de WWF chiffrait à 500 milliards de dollars par an les services écosystémiques qui sont nécessaires aux entreprises pour réaliser leurs activités. Dès lors, les entreprises sont face à une situation, donc certes insoutenable, mais surtout doivent faire des choix éclairés, parier sur de bonnes technologies, anticiper les futures régulations, investir modérément maintenant pour ne pas payer très cher le coût de l'inaction.
Et alors, comment aider les entreprises à assumer ces paris climatiques sans les laisser seules face à ces risques? C'est tout l'objet de l'émission d'aujourd'hui avec nos invités. Ce que l'on voit émerger et ce que l'on doit voir émerger d'ailleurs, c'est finalement une nouvelle économie qui est plus sobre, qui est peut-être plus locale, qui est surtout plus lucide. Mm. Le mot de sobriété, qui est beaucoup revenu à une certaine époque, aujourd'hui peut-être moins en odeur de sainteté, ce n'est peut-être d'ailleurs pas tant une question de renoncement qu'une souveraineté retrouvée. Et là, on va pouvoir peut-être faire des liens plus directs avec des débats très présents en ce moment au sein du monde économique, face à l'émergence de la puissance en Asie, face aussi aux choix qui sont faits outre-Atlantique pour peser très fort sur l'économie européenne. Et plutôt que de dépendre d'acteurs extérieurs à l'Union européenne ou à la France, eh bien, il convient maintenant de créer notre propre condition de souveraineté. Je pense que la lutte contre le dérèglement climatique peut y concourir. Alors oui, les États peinent à tenir le cap et on va en débattre ensuite. Mais les entreprises, elles, commencent à avancer parce que leur pérennité à plus court terme en dépend très directement désormais, c'est clair. Et si donc finalement, eh bien, la résilience des entreprises devenait la clé principale de la soutenabilité de notre société. Merci Thomas pour cette belle amorce. On passe à la prochaine séquence. Et c'est maintenant l'heure du pour ou contre. Ce que nous dit Thomas, c'est que face au dérèglement climatique, les États ne sont plus les piliers majeurs de l'action. Alors, pour ou contre cette affirmation, les États ne parviendront pas à se mettre à la hauteur de l'enjeu climatique. Rachel. Alors, je suis d'accord dans le sens où tous les États, dans un monde fragmenté qu'est le nôtre, on n'y arrivera pas, très clairement. En revanche, il y a une grande partie des États qui sont aujourd'hui déjà interconnectés parce que leur économie, leur business, etc. Donc, c'est le régulateur ultime, en fait, ces États dont on parle. Et je pense qu'il y a cette majorité d'États qui y arriveront. Donc, tous les États, évidemment que non, parce qu'on vit dans un monde fragmenté et il faut faire le deuil de vouloir embarquer certains pays qui émettent encore beaucoup. Mais la majorité de ce qui reste, je pense qu'on va y arriver. Et cet État doit comprendre que c'est quand même le grand agent du changement ultime, que les entreprises, etc., peuvent faire leur part, doivent le faire pour des raisons de compétitivité et de souveraineté économique dont vous parliez, Thomas. Mais le régulateur, en fait, est le grand agent du changement sur lequel il faut compter et continuer de faire pression. Baptiste, pour ou contre ? Contre aussi, parce qu'on n'a pas le choix que de croire encore au multilatéralisme. Alors bien sûr, on est dans ce monde fragmenté dont parlait Rachel, mais moi je crois beaucoup à des clubs de pays, et finalement l'Union européenne, c'est un de ces clubs qui a une masse critique suffisante pour quand même peser dans les négociations, pour peser aussi dans la course technologique. Donc on n'a pas le choix, il faut croire au multilatéralisme, parce qu'à la fin des fins, c'est quand même le régulateur qui fixe les règles du jeu. Si on veut donner de la valeur à ce qu'il n'en a pas, le prix du carbone notamment, il faut que ce soit une politique publique, et donc il faut que les États se mettent d'accord, au moins qu'une partie des États se mettent d'accord. Cédric. Je suis contre aussi, alors on va finir par être tous d'accord. Alors, je suis pour et contre en même temps, parce que si la question est de savoir si les États sont à la hauteur, pour l'instant, la réponse est non. De là à dire que ça ne marche pas, il faut essayer autre chose, je ne suis pas d'accord. Le changement climatique, le GIEC nous le rappelle, c'est un commun. Il y a un climat sur l'ensemble de la planète, qui se décline géographiquement, d'accord, mais il y a un climat et on est en train de le dérégler. Et donc, on a un problème de tragédie des communs. On a évoqué le coût de l'inaction, le coût de l'action. On sait qu'au niveau de la planète, le coût de l'inaction est bien supérieur au coût de l'action. Donc, il va falloir agir. Mais individuellement, ou même au niveau d'une entreprise, si j'agis tout seul contre le climat, qu'est-ce que ça va faire pour moi ? Est-ce que ça va changer le climat dont je bénéficie ? Non, puisqu'il est global. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui est un commun. On est face à une tragédie des communs et on ne peut le régler que par des mesures politiques. Et c'est pour ça que ça se situe forcément au niveau des nations et des États. Donc, on n'a pas d'autre choix que de faire en sorte que les États jouent leur rôle. Et après, en effet, au niveau international, ça ne va pas être très simple parce qu'on a aussi un problème de tragédie des communs entre les États et de freeriders entre les États, de passagers clandestins. Mais ça aussi, il faut le dépasser. C'est pour ça que Baptiste a raison de parler de club d'États. Donc l'Europe, c'est déjà une zone suffisamment importante pour influencer pas mal le reste du monde. Et puis, gardons en tête que la Chine, qui représente un tiers des émissions de CO2, est le seul État à être capable de faire le raisonnement que le coût de l'inaction sera supérieur au coût de l'action, juste pour elle-même. Donc la Chine, de manière égoïste,
peut enclencher une transition très forte parce qu'elle est le seul État qui verra les conséquences sur son propre climat, tellement elle émet de CO2. Voilà. Donc la Chine, qui est entre nous déjà en train de commencer à montrer l'exemple sur un certain nombre de sujets, l'Europe, qui a en plus eu l'habitude dans le passé d'éclairer le reste du monde, peut aussi jouer un rôle et un rôle d'exemple. Et donc, oui, bien sûr que les États doivent jouer un rôle, on n'a pas le choix. Il va falloir aller vers ça, et c'est ça que servent les COP. Et face à l'urgence, l'État est celui qui tient les montres aussi. Donc c'est l'État qui a la capacité de faire agir tout le monde le plus vite possible, et parce qu'on a ce timing-là. Oui, néanmoins, d'après le rapport de la Convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques, la majorité des contributions nationales à l'accord de Paris reste insuffisante pour atteindre les objectifs fixés. En tant qu'acteur de la transition écologique, qu'est-ce que ce constat vous évoque ? Moi, je veux juste aussi revenir sur là, il y a encore pas très longtemps, là, dans les news, on nous dit en fait que la couche d'ozone, elle s'est quasi reformée. Le fait, c'est quand même un groupe d'États, c'est quand même une décision internationale qui, à un moment donné, a mis tout le monde d'accord pour dire on a un énorme problème, il faut qu'on s'adapte pour résoudre ce problème. Et ça a fonctionné. Et je trouve qu'on ne parle pas assez de la mécanique qu'il y a eu à l'époque sur ce sujet de la couche d'ozone, qui aujourd'hui est un succès, et qu'on ne se le redit pas assez. Donc peut-être qu'en fait, il faut un petit peu le remettre dans les têtes de chacun pour dire, en fait, ça peut marcher de s'entendre sur ces sujets. Et peut-être une bonne nouvelle aussi, et je reviendrai sur ce que vous disiez, Cédric, sur la Chine. Parce qu'en réalité, la Chine, si elle a agi très fortement, c'est pour plein d'autres raisons que le climat global. C'est aussi pour la qualité de l'air chez elle. Donc c'est pour tous les co-bénéfices des investissements qu'on va faire sur le climat, et les co-bénéfices en particulier sur la santé, qui justifie une action vigoureuse en Chine pour décarboner l'économie. Et en Europe, on a la même chose. Là, il y a l'INERIS qui vient de publier une étude qui montre que les bénéfices sanitaires de l'action climatique couvriraient presque la moitié des coûts de l'action climatique en Europe. Donc les États peuvent encore être les arbitres de la transition. Ils doivent, oui. S'ils tiennent à leur souveraineté, oui. Baptiste, aujourd'hui, comment est-ce que vous évaluez la contribution de la France ? Elle est souvent critiquée chez nous, mais finalement, quand on regarde à l'international, elle reste plutôt bien placée. En général, quand on se compare, oui, on se console. Parce qu'en réalité, on a la législation environnementale la plus vigoureuse au monde, que ce soit sur le climat ou sur les enjeux d'économie circulaire, de biodiversité. On a quand même une législation qui va très loin. Et aujourd'hui, la question n'est pas tant de est-ce qu'il faut augmenter la barre de la régulation que de rentrer dans le travail concret d'atteindre les résultats qui sont fixés dans la loi. Aujourd'hui, c'est vraiment ça. C'est ce sur quoi on attend l'État. Et l'ADEME, par exemple, est un bras armé de l'État pour atteindre ces objectifs. Cédric, quant à la contribution de la France au regard de ce qui se fait ailleurs, on n'est pas si mal. Oui, je crois qu'on n'est pas si mal. On aime bien s'auto-flageller en France, mais on est quand même bon sur le climat. Et je pense qu'il y a moi, ce que j'ai perçu par rapport à d'autres pays, c'est un très très fort aussi réseau associatif et des initiatives qui n'existent pas ailleurs. En tant que... Ça, c'est une spécificité française. Alors j'ai l'impression, parce que moi, via la fresque du climat, j'ai eu l'occasion de voyager et d'aller rencontrer des animateurs de la fresque dans d'autres pays, et je leur ai demandé... Vous pouvez rappeler ce que c'est brièvement la fresque du climat, qui est donc un atelier pédagogique qui permet de bien expliquer le changement climatique en une demi-journée à travers un jeu de cartes et des discussions qu'on a entre les participants, qui est un atelier qui est animé par des animateurs qu'on appelle des fresqueurs et des fresqueuses. Et donc, en discutant avec des animateurs des autres pays, je leur demandais, mais est-ce que chez vous, il y a l'équivalent de la Convention citoyenne pour le climat, de la fresque du climat, de Avenir climatique, de tout un réseau d'associations qu'on a chez nous, ou la Convention des entreprises pour le climat, par exemple. Et ils m'ont dit, non, il n'y a pas, et franchement, si ça existait, on serait au courant. Voilà. Donc, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui est spécifique à la France. Je pense quelque part qu'un certain monsieur Jean-Marc Jancovici y est pour quelque chose, parce que lui, ça fait depuis 2000 qu'il a son site web de pédagogie. Il a inventé le bilan carbone. Il a créé le bilan carbone, exactement, pour l'ADEME, exactement. Il a déclenché la sensibilisation d'énormément de monde, moi y compris, des gens qui ont par la suite eux-mêmes fait leur bonhomme de chemin et déclenché d'autres mouvements, etc. Donc, je pense que d'avoir cette personne qui, depuis 2000, parle du sujet, ça a dû faire une différence par rapport à d'autres pays, et on lui doit beaucoup en termes de mobilisation des acteurs, des forces vives de la société. Ce que dit Cédric montre à quel point nous sommes outillés pour réussir à basculer dans un système plus soutenable. Tout ce tissu associatif, et puis ces compétences en fait associées, ces outils co-construits notamment par l'ADEME avec des acteurs de référence
sont là pour aider les entreprises. Mais si on est pragmatique, en fait, aujourd'hui, d'ailleurs, Baptiste le rappelait sur le cas de la Chine, qui, si elle investit massivement, c'est peut-être pas tant pour sauver le climat du monde entier que pour garantir les conditions d'habitabilité de son propre pays, par exemple sur la qualité de l'air. C'est que les entreprises, elles y iront définitivement si elles prennent la mesure et si elles matérialisent la valeur ajoutée économique de ces actions-là. Si les produits et services qu'elles proposent sont beaucoup plus pérennes économiquement, si elles résistent mieux à des fluctuations dans les chaînes de valeur, y compris parfois pour cause climatique. Et l'espoir que j'ai pour ce qui est du monde économique, parce que bon, les États, je pense qu'on en a largement assez parlé pour l'instant, c'est que les catastrophes qui se multiplient et qui percutent directement des modèles d'affaires commencent à faire comprendre à tout le monde, y compris aux financiers et aux assureurs, on en a déjà parlé ici dans l'émission, qu'il faut vraiment y aller. C'est une condition de pérennité. C'est pour ça aussi que l'édito se terminait là-dessus. Et je pense que c'est tout le jeu qu'il faut qu'on arrive à mettre en place et en concrétisant les dégradations, rendre beaucoup plus activables les transitions pour que les modèles d'affaires soient soutenables. La transition est toute faite. Qui paraît. Au débat. Et entre dérèglement climatique, incertitudes économiques et arbitrage politique, l'adaptation devient un enjeu de pérennité économique. Mais peut-elle vraiment être peuvent-elles vraiment piloter cette transformation? On en parle avec 3 invités qui incarnent 3 leviers déterminants, la donnée, la stratégie et le financement. Cédric, vous dites qu'une entreprise fait forcément un pari sur l'avenir. C'est ce que vous m'avez dit en préparant cette émission. Continuer à produire du carbone, c'est parier que le prix du CO2 restera bas. Investir pour se décarboner, c'est parier qu'il va monter. Mais comment on fait ce pari quand personne ne sait de quoi demain sera fait? Vous avez très bien posé la question, en effet. Les entreprises, elles sont soumises à ce qu'on appelle les risques et les opportunités de transition, c'est-à-dire que si la transition a lieu, je veux dire par là pour de vrai, hein, pas en faisant semblant comme jusqu'ici, en tout cas pas encore au bon niveau, si la transition a lieu au bon niveau, il va forcément y avoir des conséquences sur le business model des entreprises. Parce que pour y arriver, il va falloir mettre en place des changements de règles du jeu qui vont les impacter. Voilà. Donc, la difficulté, quand on gère un risque, c'est de bien comprendre quelle est la probabilité du risque qu'on est en train de gérer. Et là, le risque dont on parle, c'est le risque que la transition se passe, le risque qu'on prenne les mesures qui vont bien pour sauver le climat. La probabilité que ça arrive, on ne la connaît pas, puisque ça va dépendre des décisions des gens. D'ailleurs, dans le rapport du GIEC, il y a 5 grandes familles de scénarios, et le GIEC dit on n'est pas capable d'affecter des probabilités à chacune de ces grandes familles. Pourquoi? Parce que on n'en sait rien, parce que ça dépend des décisions des gens. Le rapport du GIEC lui-même étant là pour influencer ces décisions. Donc, il ne peut pas y figer le débat en disant il y a X% de chance sur chaque scénario. Donc, à partir de là, comment on fait? Et c'est pour ça que je dis que les entreprises font un pari. Quand une entreprise décide de décarboner son activité, de changer, de passer d'un four à gaz à un four électrique pour une installation industrielle, par exemple, eh bien, qu'elle s'en rende compte ou pas, qu'elle le veuille ou non, elle fait un pari sur le futur prix du carbone qui va impacter le prix du gaz et qui va impacter s'il valait mieux rester au gaz ou passer à l'élec à l'avenir. Parce qu'en général, le four élec, il va être plus cher que le four à gaz, mais derrière, il va permettre de faire des économies. Donc, quand on a ce choix-là, obligatoirement, on fait un pari puisqu'on n'en sait rien. Alors, la responsabilité des responsables d'entreprise dans ces cas-là, c'est d'assumer la décision qu'ils prennent et de dire « j'assume que je fais un pari sur telle trajectoire de prix du carbone et telle trajectoire de prix du carbone correspond à tel scénario climatique à peu près ». Donc, c'est la responsabilité des patrons d'entreprise que de dire, voilà, moi, j'ai réuni mon COMEX, on est d'accord pour baser la stratégie de la boîte sur l'hypothèse que le monde va suivre cette trajectoire. La mauvaise nouvelle, c'est que personne ne pourra leur valider s'ils avaient bon ou pas. Mais la bonne nouvelle, c'est que personne ne pourra dire le contraire non plus. Donc la décision qu'ils prendront sera la bonne décision, tout simplement parce que c'est la leur. Mais donc même l'inaction en soi, c'est une décision stratégique. Est une décision stratégique. On peut tout à fait dire je ne touche à rien parce que je suis persuadé que nos politiques seront infoutus de nous sortir des politiques climatiques à la hauteur. Et ça se respecte tout à fait. À vrai dire, quand on regarde autour de nous, c'est même plus ou moins rationnel. Oui, Rachel. Ça a quand même un impact. L'inaction n'aura peut-être pas d'impact au final parce que le monde sera ce qu'il sera si les dirigeants ne suivent pas. N'empêche qu'il y a quand même un sujet à court et moyen terme qui est celui du recrutement. Une entreprise qui ne fait rien aujourd'hui, elle ne recrute pas. Il y a un sujet très court terme, moyen terme aussi, surtout très court terme, de réputation du client. Donc en fait, il y a de toute façon, il y a moins de risques
à parier vers un changement et vers l'action, parce qu'à très court terme, il y a quand même un coup près réputationnel et d'emploi aussi, en tant qu'employeur brand, marque employeur, qui est important. Mais juste pour le sujet des PDG d'entreprise, franchement, c'est compliqué aujourd'hui pour eux. Mais il faut quand même rappeler, et on ne leur dit pas assez, sur toutes les tailles d'entreprise, petite, moyenne, grande entreprise, c'est le mandat du PDG que de faire que son entreprise dure pour toujours. C'est ça, en fait, le mandat d'un dirigeant d'entreprise et du COMEX, parce qu'on n'en parle pas assez des conseils d'administration, etc. Mais COMEX, conseil d'administration, leur mandat, c'est de faire que l'entreprise dure pour toujours. Donc, en fait, aujourd'hui, ne pas avoir dans l'agenda d'un board, d'un conseil, de X réunions, ne pas avoir ça à cet agenda, ne pas être tout le temps en train de parler de on y va, on n'y va pas, on y va, on n'y va pas, en comprenant qu'il y a un sujet court terme, moyen terme, sur les sujets réputationnels d'employeurs et de toute façon économique, de pérennité à temps moyen, long terme, c'est quand même fou, quoi. Je veux dire, c'est ne pas être un bon dirigeant aujourd'hui. Pour moi, ces dirigeants ne méritent pas leur salaire en fin d'année. Les conseils d'administration ne méritent pas leur jeton si ce n'est pas à l'agenda. Parce que ce n'est pas ce n'est pas aller dans le sens de sa mission, qui est d'assurer la pérennité de l'entreprise. Et si je vois pour beaucoup d'entreprises, oui, en fait, c'est même plus un pari. Nous, on accompagne beaucoup de PMI ou d'ETI industriels qui sont des sous-traitants de grands donneurs d'ordre. Par exemple, on accompagne des verriers pour décarboner leurs fours qui produisent des bouteilles ou des flacons pour des marques de luxe. Ces marques de luxe ont pris des engagements. Et ils leur disent, en 2030, on doit être neutre en carbone. Donc, ça sera avec vous ou sans vous. Vous ne pourrez plus répondre à notre marché si vous n'avez pas décarboné votre process. Donc là, pour le dirigeant, ce n'est pas pour les grandes histoires de climat, etc. C'est juste, lui, existentiel. S'il veut continuer à être référencé sur le marché... Le luxe, c'est une niche, quand même. Alors, parce que quand on est dans le luxe, on peut se permettre de vraiment soigner sa réputation. Et on a même besoin de soigner sa réputation. Ça ne s'applique pas à l'intégralité de l'industrie, ce raisonnement. Tous les grands donneurs d'ordre qui sont quand même en contact avec des consommateurs, il y a des enjeux réputationnels, d'autant que dans l'emballement de la COP21, etc., beaucoup ont pris des engagements publics de neutralité carbone. Beaucoup se rendent compte maintenant de ce que ça veut dire concrètement et des investissements qu'il faut faire en face. Ça coûte de l'argent. Mais mine de rien, ces engagements, ils ont été pris publiquement. Et donc, ça compte surtout quand ces boîtes sont face à des consommateurs. En tout cas, ça a permis de mettre en place la réflexion mais en fait, je me suis engagée, mais est-ce que je suis en capacité d'aller regarder sur toute ma chaîne de valeur ? J'en suis où ? Et en fait, là, à fin 2025, ce qu'on voit aussi, c'est qu'après toutes ces années quand même de compréhension de ce que je dois faire pour me décarboner, pour vivre dans une économie bas carbone, on voit quand même des entreprises qui sont en capacité de verbaliser un retour sur investissement de leurs actions, un impact sur la top line, donc le revenu. Parce que quand je réponds à un appel d'offres, le fait d'avoir ça de narrative ESG à raconter versus mon concurrent qui n'a que ça, je gagne quand même beaucoup plus de points dans mon RFP parce que souvent le grand donneur d'ordre a en effet des engagements. Donc il y a un impact en fait sur les nouveaux business, sur le renouvellement de business qu'on a déjà, et puis sur l'accès, la dite bottom line, donc le bas de tableau financier, sur l'accès au cash. L'accès aux prêts, les banques, les financeurs. Donc, je ne dis pas que tout est parfait, loin de là, mais je pense qu'il y a quand même une prise de conscience et surtout un verbatim, là, depuis surtout cette année, je trouve, qui revient sur un sujet purement business. Je sais que je peux aller chercher un retour sur investissement, je peux le catégoriser. Il y a des marques consommateurs qui disent en fait, toute notre action a un vrai impact sur notre NPS, sur notre Net Promoter Score. Ça fait partie des éléments de langage du retour sur investissement qui compte versus la concurrence. Donc, je pense qu'on va dans le bon sens, mais il faut continuer de donner de la voix. Et si ça passe par une lecture très financière de tout ça, tant mieux. Si c'est ça, si l'action passe par cette lecture purement financière, très court, moyen terme, allons-y gaiement, je veux dire. Je suis d'accord sur une bonne partie, mais en termes d'ordre de grandeur, on n'y est pas encore. Vous parlez des investisseurs qui, en effet, pour avoir accès à l'argent, il faudrait être vertueux. Et en effet, les banques ont des critères, mais bon, à la fin de la journée, quand vous avez le choix entre investir de l'argent dans la société A ou B, la réalité, c'est que l'investisseur, il va regarder le retour sur investissement, il va regarder la rentabilité. Ça dépend des propres et engagements. à égalité, à rentabilité égale,
il y aura un bonus, il y aura un petit premium pour la boîte qui est plus vertueuse que l'autre, mais c'est tout. Enfin, sinon, faut pas se leurrer. Dans la grande majorité, il n'y a pas encore un premium suffisant pour que ça se décarbone. Donc, c'est pour ça que je dis, il y a une limite quand même à cette approche, de dire, on a pris des engagements, on est vertueux, regardez, pour la marque employeur, c'est important, etc. Évidemment que tout ça, c'est vrai, mais on n'est pas du tout au bon niveau. La décarbonation, ça coûte de l'argent et c'est pas rentable par défaut. Si vous prenez l'ensemble des gisements de décarbonation qui sont à disposition d'une entreprise et même de l'économie dans son ensemble, il y en a un certain nombre qui sont rentables, donc on va les faire. On ne sait pas pourquoi on les a pas déjà fait, on avait la flemme, je ne sais pas quoi, on va les faire, on est en train de les faire. On n'avait pas vu. On les avait pas vus exactement, mais voilà, ça c'est parti. On est en train de les faire, et notamment parce qu'on a pris des engagements. Il faut tenir nos engagements, donc on commence par faire les trucs rentables. Mais une fois qu'on a fait les trucs rentables, les suivants, ils sont neutres, et les suivants d'après, ils coûtent de l'argent. Et si on n'a pas mis un prix au carbone, ces investissements ne sont toujours pas rentables. Il faut rendre ces investissements rentables. C'est ça, mettre un prix au carbone. Donc, changer les règles du jeu, et ça se situe au niveau de l'État, voire de l'Europe. Changer les règles du jeu, ça va permettre de rendre la transition, la décarbonation rentable. Et il y a besoin de ça, parce que la rendre désirable ou obligatoire, franchement, on a essayé. Enfin, ça ne marche pas. Et la rendre rentable, c'est le truc qui va vraiment pouvoir faire basculer l'économie de manière en plus efficace. On n'a pas assez, je pense, insisté sur l'aspect financier. Et on ne met pas assez la lumière sur, justement, le ROI qui est aujourd'hui raconté par bon nombre d'entreprises sur ces sujets. Alors, certaines continuent de le garder rien que pour elles, parce qu'en fait, elles voient l'avantage compétitif qu'elles ont déjà commencé à créer, et elles ont, pour certaines, bien raison de le garder, parce qu'en fait, sur une planète finie, il y a forcément des gagnants et des winners et des losers, des gagnants et perdants. Donc, je veux dire, je crois, oui, que ramener en fait de la lumière sur les états financiers qui commencent à gagner. Justement, vous avez des exemples où la décarbonation rapporte ? Par exemple, nous, on a comme client la SNCF. La SNCF ont été capables ce qui devait être au début une bonne action, c'est-à-dire produire des rails, un acier vert, on va dire, avec donc consommer moins de ressources énergivores pour créer des rails, ce qui devait être plus coûteux parce que fait plus localement aussi, avec des énergies, enfin bref, plus local. En fait, ils se rendent compte que non seulement ils réussissent à avoir un rail vert, mais qu'en plus, ça leur coûte moins cher qu'avant. Parce qu'ils ont continué en fait d'améliorer le circuit pour le faire. Et ça, c'est in fine, ce que la SNCF retient aussi, c'est que bien sûr, c'est plus vert, mais surtout, c'est moins cher. Et donc, le fait d'avoir complètement repensé la manière de se sourcer, la manière d'orchestrer et de correctement piloter en fait les sources d'énergie dans leur chaîne de valeur pour s'alimenter en acier, en fait, tout ça, ils ont en fine-tunant, pardon pour les anglicismes, en affinant, pardon. En fait, ça leur a permis ça. Donc, c'est un travail de temps long, mais c'est la compréhension de leur chaîne de valeur et le fait de dire oui, non, dans ce que j'arrive à voir, en fait, au plus clair, qui permet, en fait, les meilleures décisions aussi qui ont un impact sur un PNL. Sur un état financier. Et vous, messieurs, parce que Rachel met beaucoup l'accent sur le retour sur investissement, vous avez des exemples à donner pour être concret de décarbonation qui rapporte ? Alors, nous, c'est vrai qu'à l'ADEME, on vient justement dans les failles du marché. C'est-à-dire quand il faut combler un delta de coûts entre la solution business as usual et puis la solution décarbonée. Et sur certaines technologies qui ne sont pas encore matures, forcément, il y a une faille de marché et donc il y a de l'argent public qui est là fondé à venir combler cette faille et à financer ce delta de coûts. Donc ça c'est vrai. Et on va sans prix du carbone au bon niveau, l'acier va pas se décarboner spontanément. Faut c'est des investissements qui sont vraiment massifs. On a un grand exemple en France d'une énorme aciérie. C'est 2 milliards d'investissements pour transformer l'usine. Il y aura 1 milliard quasiment d'argent public. Sinon, ça ne se fera pas, étant donné les prix du carbone. Donc, bien sûr, ça c'est vrai. Mais ensuite, on a plein d'autres cas où le problème, il est surtout informationnel. Il est surtout sur les incitations. On parlait des donneurs d'ordre qui ont pris des engagements, mais il y a aussi la commande publique. La commande publique, à partir du 1er janvier l'année prochaine, il y a une clause environnementale obligatoire. Donc, à chaque fois qu'un acteur public va acheter quelque chose, il va devoir comparer les offres qu'il reçoit aussi sur ce critère environnemental. Donc, il faudra bien que les entreprises
se soient équipés pour se différencier sur ce sujet et pas simplement montrer leur prospectus publicitaire pour dire je suis plus vert que mon concurrent. Non, il faudra vraiment qu'ils montrent des marques tangibles de transformation qui justifient son offre plus verte que son concurrent. Et ça aura quel poids, ce nouveau volet environnemental? Il est défini ou il sera variable peut-être selon les marchés? Oui, ça je pense que dans la cuisine très concrète de l'achat public, il faut voir comment il est pondéré par rapport à d'autres critères, mais en tout cas c'est un premier pas. Voilà, c'est un premier pas. Oui, voilà, on sait ce que ça veut dire. Hein. Ça veut dire qu'on a mis un critère et on ne sait pas lequel il est. Le sujet, il est même plus amont. En fait, il ne faut pas que ça reste. Faut pas que cette commande publique-là et le verdissement de cette commande publique, elle reste à la commande publique. Ça doit devenir une politique au niveau de l'industrie. C'est au niveau de la réindustrialisation. Ça doit être pris à cet endroit-là. La commande publique, et en fait, c'est vrai qu'on en a... mettre un prix au carbone. Oui, parmi mais c'est vrai que la mécanique, aujourd'hui, elle devrait être déportée justement sur le verdissement de ces achats-là. Ça devrait être déporté et d'abord porté par le... Mais vous voyez, il y a un gros delta même entre j'ai mis un critère environnemental dans mes critères d'achat et je me suis doté d'un prix interne du carbone. Allez voir les ministères, allez voir les administrations, demandez-leur s'ils ont mis un prix interne du carbone. J'ai eu l'occasion de le faire avec un ministère récemment. La réponse, c'est non. Donc, ça veut dire quoi un prix interne du carbone? Je suis une entreprise. Je me dis, je vais mettre un prix interne du carbone, c'est-à-dire que chaque fois que j'ai mis du CO2, je m'auto-flagelle là et puis je me fais payer une taxe à moi-même. Voilà. Et puis derrière, cet argent, je sais pas, je vais l'investir pour faire de la reforestation à Madagascar. Super. C'est très, très bien sur le plan RSE. Mais je vais flinguer ma rentabilité. Voilà. Je suis une entreprise, je n'ai pas à faire ça, je dois durer sur le long terme. Ma responsabilité, c'est de rester en vie et donc je dois être rentable et compétitif. Et par contre, je suis l'État, je suis dépositaire de l'intérêt général, j'ai le droit de mettre un prix au carbone, j'ai le droit d'acheter ce truc-là, même s'il coûte plus cher parce qu'il est moins carboné, parce que je suis l'État, parce que je suis une administration publique. Et que ça préservera la santé des administrés. C'est pas le cas aujourd'hui. C'est pas le cas aujourd'hui. Alors, il y a le critère qui va arriver, on va regarder ce que c'est que ces critères-là, mais pour l'instant, il n'y a pas de prix interne dans les administrations publiques. Et en effet, l'achat public, la commande publique peut être extrêmement puissante pour verdir l'économie si systématiquement, il n'y a pas juste un petit critère dans un coin qui dit qu'on a trié ses déchets, mais qu'il y a un véritable prix interne du carbone qui soit au bon niveau. Chez France Stratégie, ils ont pondu des prix du carbone qui sont tout à fait justifiés, cohérents à suivre pour l'administration publique. 250 € la tonne dès maintenant. Et bien à ce tarif-là, c'est élevé. À ce tarif-là, ça va bouger vite. Et là, en effet, c'est la valeur totale du carbone utilisée par l'État. Si on parle là-dessus, je peux vous dire que la commande publique, elle va faire bouger des choses. Pour revenir aux entreprises, puisque Cédric pousse ce sujet, il se trouve que moi, je l'ai testé chez Norcis. On s'est auto-flagellé, pour reprendre le terme, mais selon une méthodologie qui est beaucoup plus douce. C'est une auto-flagellation douce. Voilà, on va dire ça comme ça. Et surtout, je la partage parce qu'elle est réplicable partout. Au-delà d'aspects techniques ou d'entreprises qui sont contraintes aussi, selon les secteurs d'activité dans lesquels elles œuvrent, ce qu'on appelle un prix fantôme. On associe à un bilan carbone d'un site, d'une unité de production, d'une business unit, de ce qu'on veut, un prix. Donc moi, je l'avais fixé à 100 € il y a 5-6 ans, ce prix-là. Le but, c'était de faire prendre conscience aux directions que de façon indirecte, les choix qu'elles faisaient dans la conduite des opérations pouvaient avoir une conséquence dans le bilan comptable à la fin de l'année et que ça pouvait dégrader leur performance économique. Ça a été un outil hyper intéressant parce que tout d'un coup, le sujet est devenu beaucoup plus tangible, même si c'était une façon fantôme de le faire. C'est-à-dire que ça ne donnait pas lieu à une réelle ponction et une réelle perte. Par contre, moi, je m'en suis servi indirectement en disant, en fonction de ça, on vous dotera de plus ou moins de budget pour faire des œuvres environnementales sur le territoire où vous opérez. Et comme les salariés étaient impliqués, ça a un peu frotté. Et c'était un outil hyper intéressant pour faire prendre conscience déjà de l'importance de mieux traiter le sujet en amont et ça illustre très bien en fait un truc qui est malheureux d'ailleurs dans notre cas, c'est que souvent les ROI sont plus indirects que directs. C'est pour ça qu'on a besoin de données et de bien mieux piloter la data pour rendre plus tangible ce caractère indirect que peut-être celui sur la fierté des équipes, l'attraction des nouveaux talents et de plus en plus sur un volet économique, mais qui se mesure pas encore franchement suffisamment bien, en tout cas pour les secteurs que moi je côtoie beaucoup. Pour les entreprises avancées, je dirais plutôt grandes entreprises qui ont déjà mis tout un tas de pratiques en place. On voit quand même un ROI financier arriver là depuis 5 ans de travail acharné. Et ça, vous le voyez sur des secteurs assez variés. On le voit sur des secteurs variés. En revanche, on le voit sur des tailles d'entreprises, sur des grandes entreprises, en fait, qui sont suffisamment à l'échelle et qui ont suffisamment d'historique de data. C'est ça aussi, qui ont démarré. Il y a suffisamment tôt qui ne nous ont pas attendu, par exemple, de démarrer, enfin qui ne nous ont pas attendu pour démarrer. Et en fait, on voit que ces entreprises-là, elles sont en revanche dorénavant, grâce à la technologie, en capacité de continuer d'affiner leurs analyses à l'échelle de leur activité, de leur chaîne de valeur, amont-aval. Et elles ont en fait cette compréhension-là beaucoup plus fine. Et on travaille avec ADO, par exemple, qui fait des choses fantastiques au niveau des achats dans leur magasin. ADO, c'est donc tous les Leroy Merlin.
où vous avez une compréhension à l'acheteur dans un rayon de l'impact d'un climatiseur ou d'un autre type d'outils de refroidissement en plein été, parce que ça a un impact au niveau du rayon et je choisis quoi là. Et le monde ira mieux aussi quand il y aura suffisamment de granularité de la data pour aussi indexer les salaires, les performances, Donc aujourd'hui, toutes les entreprises n'ont pas la même capacité à évaluer les risques. Il y a celles qui ont un historique en fait et une compréhension, qui ont compris très tôt qu'il y avait un vrai enjeu économique à agir vite parce qu'il y aurait des gagnants et des perdants sur une planète finie, dans un monde fragmenté déjà et sur une planète finie, et qui sont dans une logique en fait de course économique et qui savent très bien que l'impact climat va les impacter et qu'elles sont suffisamment smart pour être sur leur mandat de « je dois durer pour toujours ». Donc, je m'organise tout de suite. Cédric, sur cette capacité à évaluer les risques, Je vais peut-être sur la data, qui est un point très important. On est en train de vouloir faire une transition et un chamboulement très profond de l'économie. Par conséquent, pour comprendre ce qui se passe, il va falloir énormément de data et de la data la plus fine possible. Sans cette data, on va piloter complètement à l'aveugle. Et avoir des outils puissants qui ont des historiques longs, qui vont pouvoir permettre de regarder ce qui s'est passé autrefois, comparer dans le futur comment est-ce qu'on fait évoluer les choses parce que le monde change, c'est indispensable pour pouvoir anticiper et prendre les bonnes décisions. Si on n'a pas ça, ça va être comme quelque chose qui est rouillé, qui est avec des frottements. Voilà. Et ces frottements, la data peut permettre de mettre de l'huile et parce qu'on a identifié là où il faut aller, on a chiffré les bénéfices de telle ou telle action, on va pouvoir prendre les décisions qui s'imposent alors que sinon, à défaut de data, souvent la décision par défaut, c'est la non-décision. Et la non-décision, c'est le pire qui peut nous arriver. Donc là, autant avoir les bonnes données qui permettent d'aller au plus fin, piloter l'activité de la boîte. Oui, la data, c'est clé, mais je pense qu'on a collectivement manqué un peu de marketing de la data. Et je pense notamment à la CSRD, qui est quand même une immense opportunité un peu ratée. Enfin, on ne sait pas encore où ça va atterrir. Où on a, franchement, sur le papier, c'est magnifique. Ça permettrait... La Bible, voilà, la Bible, tout est là. C'est vrai. Mais ça a été perçu comme une contrainte administrative, comme un exercice un peu rébarbatif de reporting, alors qu'en fait, il fallait le transformer en un exercice ultra stratégique sur la transformation des business models. Et là, on a manqué, en fait, je pense, un peu de narratif et de marketing. Alors nous, on a développé à l'ADEME des outils qui permettent de prendre les données CSRD pour en faire un outil après d'évaluation de sa stratégie climat, c'est la méthodologie ACT, et qui permet de se différencier par rapport à ses compétiteurs. Mais voilà, je pense que là, il faut redonner du sens à pourquoi on demande aux entreprises de récolter de la donnée. Et ceux qui se sont engouffrés... Pardon, je me permets de vous couper. Rachel puis Thomas. Excusez-moi, oui, merci. Ceux qui se sont engouffrés, on va dire, dans cet exercice de la CSRD, qui de toute façon faisait partie des grands donneurs d'ordre, donc ils se sont dit, de toute façon, on n'a pas le choix de notre taille, on tombe dans ce segment où le calendrier est le plus court pour eux. Ceux qui se sont engouffrés dedans, qui ont fait l'exercice, en fait, ont finalement adoré le résultat de cet exercice. Parce que nous, on a quand même, chez un grand retailer client, les financiers qui ont beaucoup aidé, parce que c'était à la base les monsieur et madame reporting de l'entreprise, donc qui ont beaucoup aidé en fait à organiser la CSRD et le reporting. Ces financiers-là nous ont dit, ça faisait 10 ans qu'on n'avait pas cassé autant de silos dans l'entreprise, et c'est grâce à cet exercice de la CSRD qu'en fait on s'est retrouvés pour reparler du futur de l'entreprise, parce que la CSRD n'est pas qu'un exercice de collecte et de reporting, c'est un outil aussi de construction de plans de transition. Et on ne le dit pas assez, ça aussi, que cette CSRD, c'est ça. Et le fait de devoir organiser la discussion, de devoir organiser la collecte, ça a permis d'ouvrir les yeux sur tout un tas en fait, de choses qui se passaient aussi dans leur chaîne de valeur. Et quand autour de la table, vous avez les achats, vous avez le PDG, bien sûr, vous avez l'IT, la data, ça reste un projet de data aussi, que vous avez la RSE, bien sûr, mais cette gouvernance-là qui se réorganise pour penser l'entreprise, qui doit des comptes, mais qui surtout découvre tout un tas de choses pour sa pérennité. Ça, en fait, on a nos clients qui utilisent notre outil, en l'occurrence pour la partie reporting CSRD, nous disent « mais on continue, bien sûr, l'an prochain. On a le playbook maintenant. On a le playbook, donc on sait comment faire pour regarder les choses dans les yeux. »
Thomas, tu voulais... En fait, je voulais rebondir en continuant de me faire un peu le porte-voix de ceux qui, dans les entreprises, doivent porter les sujets, puisque c'est ce que je fais chez Norcis. Alors, CSRD ou ACT, on s'est frotté aux deux, ont cette grande qualité d'effectivement réunir des acteurs de l'entreprise pour faire de la prospective. C'est vrai sur de la matérialité, c'est vrai dans ACT avec les risques et opportunités climatiques, par exemple. Pour ma part, ça a été un super outil de mobilisation d'un CODIR et des différentes parties prenantes internes. Ça, c'est indéniable. Surtout que bien souvent, si l'entreprise peut revendiquer une forme de vision ou de stratégie climat, elle est rarement partagée et maîtrisée par les acteurs opérationnels ensuite. Par contre, elles posent une difficulté qui est toute cette mesure de données, tous les processus à mettre en œuvre. Et là, ça amuse personne, ça fait passer beaucoup de temps et on n'est plus dans l'action. Moi, le premier, c'est des choses qui personnellement m'attirent peu et je pense que je suis loin d'être le seul. Heureusement, alors pour le coup en France, on ne l'a pas encore dit, mais c'est une force qu'on a. On a quand même des champions en France de solutions numériques qui permettent de piloter, d'automatiser, de structurer la donnée pour libérer du temps sur l'action ensuite. La CSRD, elle a été franchement beaucoup attaquée sur la complexité qu'elle représentait en termes de volumétrie de données à produire. Alors que la technologie est déjà organisée, que tout l'écosystème de consultants qui utilisent cette technologie sont organisés, que le playbook, que le guide est organisé. Donc, on est allé aussi vite que possible, mais c'est vrai que le marketing total du message n'est pas allé aussi vite. Mais sur la version, on va dire, simplifiée, qui s'appelle la VSME, il y a une version plus aussi, bon, et puis ils nous feront une version premium bientôt, mais sur une version peut-être allégée, moins exhaustive, plus réaliste pour une majorité d'acteurs économiques au-delà des très grands groupes qui sont outillés pour encaisser ça, je pense qu'on peut y arriver beaucoup mieux avec cette version dite allégée. Oui. Cédric, sur la formation, donc, vous l'avez dit tout à l'heure, vous portez aussi la fresque du climat, une association lancée en 2015 qui développe des ateliers de sensibilisation aux enjeux climatiques. Vous avez formé plus de 2 millions de personnes. Qu'est-ce qui bloque encore aujourd'hui? C'est le temps, la culture ou juste la peur de changer? Un peu tout ça. Le temps, parce qu'une fresque du climat, c'est 3 heures. Et mine de rien, en 3 heures, on comprend énormément de choses par rapport à se taper la lecture des rapports du GIEC, qui sont quand même assez conséquents. Il faut 3 ans à peu près. Alors, lire l'ensemble du rapport, je pense que c'est 3 ans. En effet, on peut se contenter des résumés techniques et la plupart des gens ont lu en général les résumés aux décideurs, ce qui est déjà pas mal, ou la synthèse, voilà, une 30aine, 40aine de pages. Non, mais là, on a en 3 heures, on a vraiment l'essentiel des messages du GIEC sur toutes les activités humaines, les conséquences, toute la physique et jusqu'aux conséquences pour les infrastructures humaines et pour la biodiversité. Et après, on a une discussion sur, maintenant qu'on a compris que c'est grave, on ne va pas repartir comme ça, le moral dans les chaussettes, on va réfléchir ensemble à ce qu'on peut faire pour éviter le pire. Voilà. Et cette discussion, elle est très instructive parce qu'on voit en effet les réticences au changement. On voit des gens qui sont désespérés, qui se disent il n'y a plus rien à faire, c'est trop tard. Il y a des gens qui disent au contraire, bah non, je crois que ça va bien se passer. Il y a peut-être des gens trop optimistes, un peu naïfs. Et il y a de tout. Et surtout, il y a globalement des gens qui ont envie de se bouger, sont inquiets et qui vont se ressaisir à ce moment-là parce que ils se disent mais c'est une question de survie pour l'humanité, mais on ne peut pas laisser les choses se faire comme ça. Quand on sait en plus que le coût de l'inaction est supérieur au coût de l'action, voilà, il y a plus qu'à. Mais derrière, c'est vraiment une question de là où ça semble incommensurable, impossible à résoudre, c'est parce que ça se joue au niveau mondial. C'est parce qu'il ne s'agit pas juste de changer individuellement. Évidemment qu'il faut le faire, mais ça ne va pas suffire. Il s'agit aussi de changer les règles du jeu pour tout le monde. On voit que déjà, changer les règles du jeu au niveau d'un État, c'est pas simple. Et là, en plus, il va falloir que ça se joue aussi au maillon international. Voilà. Donc, on sait qu'on a du pain sur la planche. Et la fresque du climat, c'est que la première brique. C'est une prise de conscience qui, derrière, doit déclencher une mise en action et qui va avoir elle-même plein d'étapes. Et la fresque, c'est que la première étape. Et Baptiste, vous partagez le même constat sur les freins à l'échelle de l'ADEME? Oui. Enfin, il y a un sujet de formation, clairement, et c'est fantastique. Il y a eu 2 millions de personnes quand même formées avec cette fresque. Bravo. Enfin, moi, j'ai fait la tout fresque. seul, Cédric, en plus. Mais on a aussi une sorte de plafond de verre. Enfin, nous, on le voit aussi sur nos outils un peu grand public pour mesurer son empreinte carbone. On a un outil qui s'appelle Nos Gestes Climat. Là, pareil, on a 2,5 millions de personnes qui l'ont fait. On a du mal à aller au-delà, en réalité. Donc, il y a quand même
il y a une masse critique de personnes sensibilisées et qui sont prêtes mais ensuite, pour vraiment le passage à l'échelle et la sensibilisation des masses, on a encore des difficultés. Il y a une étude sociologique et cognitive qui a dévoilé un truc que moi je ne connaissais pas du tout. Et d'ailleurs, je pense que j'ai fait l'erreur de l'aborder dans l'autre angle depuis 10 ans. Ça s'appelle le Big Problem Paradox. Plus un problème est grand, vaste et nous dépasse, plus on s'en sent déconnecté et donc on a du mal à passer à l'action. Bon, c'est le cœur même de ce qu'est la lutte contre le dérèglement climatique. Ouais. Et donc, j'ai bien peur qu'on ne puisse passer outre le fait d'être de plus en plus confronté aux conséquences directes du dérèglement climatique pour se dire, en fait, ça y est, c'est plus le problème de l'humanité tout entière, c'est mon problème du quotidien. C'est mon réseau de transport qui est impacté parce que les lignes électriques tiennent plus, c'est les températures qui sont plus tenables, c'est mon appart qui peut plus être rafraîchi. Alors là, oui, je dois passer à l'action et contribuer à autre chose. Ce sera mais c'est la même chose que l'atténuation. Non, alors là, on rentre dans un autre débat. Et je ne sais plus si on a encore le temps, mais on a la prochaine émission déjà prévue. Il y a quand même un sujet aussi, c'est que le sujet du climat s'est repolarisé politiquement en ce moment. Et ça, c'est dramatique. Alors que quand on parle justement de la chaleur dans nos appartements, de ce qu'on mange, là, c'est apolitique. Alors, si je peux me permettre une note très positive sur le sujet, parce que justement, de polarisation politique, etc. Donc, forcément, on pense aussi à Trump, climato-sceptique. Nous, cette année, chez nos clients, les États-Unis sont devenus la première zone en termes de croissance de revenus. Qu'est-ce que ça dit, ça ? Ça dit qu'en fait, alors bien sûr, le pays est vaste, mais il y a en fait beaucoup d'entreprises, de grandes entreprises américaines, qui veulent absolument s'équiper, qui sont déjà en train d'être en fait sur un niveau d'analyse granulaire de leur entreprise, de leur chaîne de valeur, et qui s'organisent déjà pour être sûrs d'être en capacité de reporter, en tout cas, dans un monde qui est quand même interconnecté. Alors, ce qui est intéressant, et qu'elle commence à agir, donc on voit bien, nous, l'utilisation de nos modules de suivi, d'estimation, de trajectoire et puis d'initiatives liées. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elles nous disent, en fait, on ne communique pas sur ce que l'on fait. On a de grands acteurs du textile, on a de grands acteurs logistiques aux États-Unis, on a des retailers aussi, la food, beverage, etc., packaging, donc vraiment très, très, très émetteurs de carbone. Et en fait, ce qu'ils nous disent, c'est de toute façon, si dans 4 ans, il y a un autre président qui est tout l'inverse d'un Trump, ou pas d'ailleurs, mais ce qu'ils nous disent, c'est nous n'avons pas le choix que on ne peut pas perdre 4 ans de collecte d'informations et se réveiller dans 4 ans en se disant mais tiens, mais tous nos concurrents, eux, ils ont continué. Ils ont continué du coup à être en paix, on va dire, avec les reportings qu'ils doivent faire pour l'Europe, pour l'Asie, parce que l'Asie continue, elle, d'un point de vue réglementaire, à demander aux entreprises qui font du business dans leur zone géographique de reporter. Donc, tout ça pour dire que moi, je vois en fait beaucoup d'entreprises qui continuent de voir cet avantage compétitif parce que ça a un impact financier. Et c'est Philippe Zawadi de Mirova qui disait il n'y a pas très longtemps, en fait, c'est la lecture du non financier d'aujourd'hui qui donne en fait l'état des financiers, l'état des états financiers de demain. Et ça, c'est très juste en fait. Et ces entreprises américaines, elles n'ont pas envie juste d'être des gentilles ou de faire bien ou d'être green. Ce n'est pas ça le sujet. C'est sujet de pérennité, sujet d'être plus fort que la concurrence qui aura peut-être plus avancé sur ces sujets de décarbonation et donc d'adaptation dans un monde low carbone. Donc ça, on le voit. Donc ça se polarise dans les débats, dans les médias, mais les grands agents du changement que sont les entreprises, quand même, moi, je le vois continuer. Alors, je ne suis pas à 100% positive sur le sujet, mais je reste optimiste. Ouais. Et justement, Baptiste, quant au fait que ça se polarise, l'ADEME connaît des périodes de tension, notamment des critiques politiques. Certains élus vous accusent même d'agir par idéologie. Qu'est-ce que ça dit, selon vous, de la façon dont la France aborde le sujet? Vaste sujet. Nous, de toute façon, notre rôle, il est très clair, c'est d'apporter l'expertise la plus objective possible au débat public. Donc, il y a ce jeu politique de polarisation, vouloir faire croire que l'ADEME est idéologique quand on parle de sobriété. Non, la sobriété, c'est dans tous les rapports du GIEC. Il faut avoir un discours objectif de la sobriété. C'est pas de l'idéologie. Et sur tous les sujets de la transition écologique, c'est pareil. Donc, nous, on trace notre chemin, on produit de la recherche, de l'expertise. On espère que certains travaux font référence et on continuera à éclairer le débat public.
Cédric, vous vouliez ajouter quelque chose rapidement avant qu'on passe à vos recommandations? Oui, en fait, ça sera peut-être une recommandation d'ailleurs. Du coup, on se dit, j'ai envie de croire Rachel quand elle dit les entreprises qui anticipent, qui se décarbonent, etc., c'est elles qui demain seront les plus compétitives. Mais il y a une condition à ça. C'est qu'on ait changé les règles et qu'on ait internalisé l'externalité qu'est le changement climatique via un prix du carbone, quelle que soit sa forme. Taxe carbone, quota, on peut débattre. Mais j'aimerais dire ça. Mais qui s'occupe en ce moment de faire en sorte que le prix du carbone il soit bientôt à 250 € la tonne? Je vois personne qui s'empare du sujet. Il y a une grosse lacune, là, il y a un gros trou dans la raquette. On est tous à vouloir faire les choses bien. C'est le sens de l'histoire. Oui, alors bien sûr que c'est le sens de l'histoire, mais on est tous à vouloir faire les choses bien. On dit tous des choses très optimistes comme ça en disant « Eh oui, c'est ma performance qui est conditionnée par le fait que je vais me décarboner, etc. » À part que ce n'est vrai que dans un monde qui s'est doté d'un prix du carbone assez élevé. Qui s'en occupe? Il va falloir qu'en parallèle qu'on dise ça, qu'on s'en occupe de ce prix du carbone. Au-delà de la marge et de la compétitivité coût versus compétitivité valeur, il y a quand même des consommateurs qui veulent voir maintenant les tonnes de CO2 allouées, le fameux product carbon footprint, enfin l'empreinte carbone produit. Bon courage avant d'y arriver. Oui, ça s'organise. Et en fait, il y a une granularité de data qui aujourd'hui est de plus en plus, je veux dire, en capacité d'être collectée et donc mise sur certains produits. Ça, c'est quand même, ça raconte une histoire réelle, là, tout de suite, qui fait qu'une entreprise peut vraiment penser sa compétitivité. Après, il faut que je vous arrête. On passe à notre dernière séquence, Paris d'avenir. Et on termine donc avec le Paris d'avenir, un moment pour découvrir une initiative, un outil ou un événement qui inspire. Cédric, pour commencer. Vous avez planché normalement, vous aviez des devoirs maison. Alors, moi, je voulais vous faire part de quelque chose qui m'a beaucoup satisfait. Ça vous semblait un petit peu lointain, mais pas du tout. Pas du tout. Non, ça devait être en dehors de vos... Non. En fait, dans les COP, je vais aller à la COP à Belém, dans les COP, traditionnellement, tous les ans, il y a une journée qui s'appelle Youth Education and Skills. Voilà, donc, c'est la jeunesse, l'éducation, etc. Donc, avec la fresque du climat, on est en plein de l'éducation. Mais le fait d'avoir mis ensemble la jeunesse et l'éducation, ça véhicule quand même une idée qui est que l'information sur le climat, c'est que pour les jeunes. C'est pour les enfants. Voilà. Et ça m'énerve. Ça fait des années que ça m'énerve. Et j'avais fait un petit manifeste que j'ai fait signer à quelques ONG, etc. Et cette année, pour la première fois, je ne pense pas qu'on y soit pour quelque chose, mais cette année, pour la première fois, ils ont mis d'un côté la jeunesse, et on va avoir des Greta Thunberg qui va venir retourner la tête des dirigeants, et une autre thématique qui est sur la formation, les compétences, etc., et qui va, j'espère, s'adresser non pas aux jeunes, mais aux dirigeants, puisque le rapport du GIEC s'appelle Summary for Policy Makers, et pas du tout Summary for Next Generation. Baptiste. Alors, moi, ce qui me donne encore de l'espoir, c'est toutes les initiatives qui existent aujourd'hui pour donner de la valeur à ce qu'on n'a pas. Alors, ce n'est pas forcément le prix du carbone. Il n'y a pas que ça. Mais par exemple, il y a une association qui s'appelle les dividendes climat. J'allais le proposer. Ben, c'est pas grave. Vous avez 30 secondes pour réfléchir à autre chose, Rachel. Pour le vendre. Non, mais qui permet justement d'aujourd'hui récolter une information extra-financière qui mesure finalement la contribution à la neutralité carbone d'un investissement et qui, dans le futur, on pense que cette information extra-financière, elle aura un impact sur la valeur financière de l'entreprise. C'est toute la théorie du changement qu'il y a derrière cette association. Et donc ça me donne de l'espoir. Et puis, il y a la même chose qui se fait un peu maintenant sur la biodiversité aussi. Alors ça, c'est encore un sujet encore plus compliqué parce que les métriques sont moins claires, mais on est aussi en train de construire les métriques pour donner de la valeur à ce qui aujourd'hui n'en a pas dans les bilans comptables des entreprises. Rachel. Est-ce que c'est bien la même notion que Team for the Planet? Que les dividendes climat? Alors c'était originellement, issu de Team for the Planet, mais ensuite il y a une association qui est bien distincte. Qui est distincte pour porter ça. Ok, voilà. Très bien. Donc, c'était ma proposition aussi. Donc, merci Rachel, c'était une très bonne proposition. Non, et puis après, c'est vrai que j'aime pas trop le côté très Women in Climate ou quoi, mais il y a une association. Pourquoi Parce que je pense que de la même manière, c'est pas un problème pour les jeunes, c'est pas un problème juste d'éducation auprès des femmes, etc. En revanche, je pense que
Je pense que, alors moi je fais partie des personnes qui pensent que le meilleur accès aussi à une carrière de PDG ou de DG, comme on disait tout à l'heure, en fait, les femmes ont un plat de fond de verre dans les entreprises. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui reconnaissent aujourd'hui l'importance de la RSE, du Chief Sustainability Officer, et qu'en fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes dans ces viviers-là, donc dans ces départements-là d'entreprise. Et je pense que c'est peut-être l'accès le plus rapide aujourd'hui pour une femme au poste de CEO d'entreprise. Et donc, toutes les initiatives H&M, alors H&M a eu ce move-là, quoi, avec la CSO qui était passée CEO. Elle a depuis été remplacée par un homme. N'empêche qu'il y a des débuts de carrière qui se font comme ça, et je pense que c'est le meilleur accélérateur. Et donc, toutes les initiatives qui aujourd'hui permettent aux femmes de se reconnaître dans les activités RSE, etc., liées au climat, et qui montre à quel point ça devient stratégique, que ce soit d'un point de vue vu le couperet réglementaire, le couperet réputationnel, etc. des entreprises. Ce sont des personnes qui sont de plus en plus invitées rapidement dans les COMEX, dans les conseils d'administration. Et en fait, je pense qu'il y a un accès plus rapide aussi pour les femmes. Donc, toutes les femmes qui peuvent se reconnaître aussi dans des actions comme ça communes, se regrouper pour comprendre ça d'un point de vue carrière, écoutez, c'est bon à prendre. Et donc, il y a une association internationale qui s'appelle Women in Climate, qui est portée par une personne qui s'appelle Michelle, basée entre New York et Londres, et qui est fantastique. Donc, ce côté international est important. Voilà. Merci Rachel. Thomas, tu voulais ajouter un petit truc? Une minute. Il y a par ailleurs une présence féminine globalement très forte en général sur ces sujets-là. Cédric, on s'est vu au Climate Leaders Programme d'Al Gore il y a quelques mois avec un public majoritairement féminin, et c'est ce qu'on voit souvent. Il faut montrer que c'est stratégique d'entreprise et il faut les positionner en PDG d'entreprise. Mais les hommes ont compris ceci, et les hommes veulent maintenant tous Chief Sustainability Officer, parce que c'est voilà. Ce que je voulais peut-être dire en mot de la fin, il se trouve que nous on œuvre beaucoup avec des acteurs de la santé, et qu'en fait tout ce qu'on se raconte là, ce qu'il y a peut-être de plus important et tangible au final pour chaque individu, c'est qu'on est en train de parler d'un sujet de santé publique. On l'a indirectement évoqué ici, et puisqu'on a aussi beaucoup évoqué le rôle de la data, il se trouve qu'en ce moment, il y a des projets qui sortent qui sont extrêmement intéressants en la matière. Par exemple, une asso qui s'appelle Génération Future, qui a publié une plateforme avec Data for Good pour rendre accessible à tous les habitants de ce pays une information fiable sur la qualité de l'eau du robinet dans leur commune. Et ça, c'est pas rien. On est en train de le voir émerger sur d'autres sujets. La couverture solaire pour voir l'intérêt d'éventuellement se doter d'unités de production d'énergie renouvelable. Enfin voilà. Et grâce à ces acteurs et à ces solutions-là, je pense qu'on va de plus en plus rendre capable aussi les citoyens, les citoyennes, qui sont aussi des consos et qui peuvent aussi avoir une influence sur les entreprises, d'œuvrer pour le meilleur. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup. Merci à Rachel Delacour, cofondatrice et CEO de Sweep, Cédric Ringenbach, cofondateur et CEO du cabinet Blue Choice, et Baptiste Périssin-Faber, directeur général délégué de l'ADEME. Et merci à toi, Thomas, bien sûr. Merci de nous avoir suivis.